Eh bien, bonjour Véronique, hein, on a ravi de se revoir. Oui, Et moi, je pense qu'il est important qu'on ait des liens entre nous parce qu'on est souvent sur les mêmes sujets. Hein, les sujets, bon, nous, c'est le lien, c'est l'engagement des femmes dans la représentation dans nos OPA, dans le syndicalisme. Et puis aussi tous les sujets familiaux, enfin un petit peu la conjugaison de tous les temps, c'est-à-dire le temps familiaux, le temps professionnel et puis le temps de l'engagement. Et ça, c'est des sujets bon, ben, que vous travaillez aussi. Et je pense que bon, on a des liens à certains moments. Et je pense qu'on peut s'enrichir des travaux des unes et des autres. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer ensemble. Voilà. Et écoute, voilà, je te laisse te présenter et puis nous présenter un petit peu le rôle et puis ce qu'est la délégation des femmes au niveau du CESE. Voilà. Merci encore, Véronique. merci beaucoup de m'avoir invitée et bonjour à tout le monde. Ravie de te revoir, effectivement, Jacqueline. Alors, peut-être quelques mots sur la délégation aux droits des femmes du CESE. Alors, tout le monde, peut-être vous connaissez toutes bien le fonctionnement du CESE ou pas. Peut-être rappeler en gros que c'est la chambre de la société civile, on va dire ça comme ça. En fait, c'est la représentation, c'est la troisième chambre de la République et qui est constituée d'organisations qui représentent la société civile sous ses différents aspects. C'est-à-dire à la fois syndicats, alors les syndicats patronaux et les syndicats de salariés, et puis, je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que le CESE, c'est aussi la chambre de l'environnement, donc des représentations des associations de l'environnement, de l'agriculture, et puis aussi des associations qui œuvrent dans différents domaines, dans tous les domaines de la vie des personnes, aussi bien représentant les personnes précaires que l'économie sociale et solidaire, etc. Enfin, je pense que c'est important de le dire. Et donc, au sein de ce CESE, il y a des représentations qui sont faites en fonction du poids politique, j'ai envie de dire, des organisations lors d'élections patronales ou syndicales. Et puis aussi, dans ce CESE, c'est membres des associations où sont représentés le mouvement associatif et les poids d'un certain nombre de mouvements nationaux. Sachant que le CESE vient d'être réformé, hein, et donc ça, je pense que c'est important de le dire, il va y avoir une réforme avec une diminution importante du nombre de membres, hein, moins 25% des membres du CESE, et une suppression des personnalités qualifiées, qui était aussi une façon de faire entrer dans le CESE un certain nombre d'associations ou de réseaux associatifs qui n'y étaient pas représentés jusque-là. Il y a aussi dans la participation du CESE les associations familiales qui sont représentées. Au sein de ce CESE, ben, il y a des sections, hein, comme l'agriculture, comme les affaires sociales et l'éducation, Europe, etc. Et une délégation droits des femmes qui, elle, est transversale et qui se penche sur vraiment toutes les questions qui font avancer les droits des femmes dans tous les domaines. Donc c'est vraiment transversal et c'est en fonction effectivement des sujets d'actualité. Donc il y en a par exemple une sur femmes et entreprises, l'entrepreneuriat au féminin qui a été la dernière étude votée. Il y en avait une avant sur les droits sexuels et reproductifs dont j'étais rapporteure avec le recul par rapport à ces droits. Et le prochain avis qui doit être voté la semaine prochaine porte sur crise et inégalité de genre. Hein, quels effets, quel impact de la crise sanitaire plus spécifique sur les femmes, parce qu'on a trouvé que c'était important que cette question soit posée, parce qu'on sait très bien, et vous l'avez vu, hein, que dans cette crise sanitaire, les femmes ont été en première ligne, j'ai envie de dire, pour répondre aux besoins de la crise, hein,
à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des commerces, que ce soit au niveau de la santé, enfin vraiment à tous les niveaux, au niveau de l'agriculture aussi, parce que je pense qu'on va en parler aussi, hein, mais le monde agricole a une place importante aussi dans cette crise, et qu'en même temps, on a bien vu que des droits ont reculé par rapport à cette crise, que la reconnaissance est inversement proportionnelle à l'implication des femmes, on peut le dire comme ça, par rapport effectivement à leur place dans les médias, leur place dans les instances de décision. Hein, ce n'est pas elles qu'on a vu parler le plus souvent, ce n'est pas elles qui ont participé à des comités qui ont été mis en place spécifiquement par rapport à la crise. Donc, c'était important qu'on fasse une étude sur ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu une présentation du Conseil économique, social et environnemental. Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez et si vous en avez le temps, de suivre le 24 mars cette rencontre sur les inégalités de genre et la crise sanitaire, qui est pour une fois un avis, hein, parce que jusque-là, les délégations portent des études et pas des avis. Et là, en accord avec le bureau, nous avons souhaité porter un avis. Donc, on termine la mandature du CESE par un avis. Alors, pour vous, ça n'a peut-être pas beaucoup de… Enfin, vous voyez peut-être pas bien la différence, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une étude est votée, bien sûr, par la section de travail, donc là, la délégation, et par le bureau. Un avis, il est voté par l'ensemble des membres du CESE. Voilà. Donc, avec des préconisations, enfin, c'est beaucoup plus affirmatif. Enfin, voilà, c'est ça. Porteur. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un avis. Voilà. Bon. Bon, voilà, donc du coup, peut-être que je vais vous dire un petit peu ce qui nous paraissait important de vous dire en tant que CESE, mais que ce soit un temps plutôt d'échange, hein, plutôt que voilà, un temps de présentation. Alors peut-être que d'abord saluer aussi le travail de Jacqueline au sein de cette délégation droits des femmes, parce que ça a été aussi l'occasion de mettre en avant les problèmes spécifiques des femmes agricultrices, et ça a influencé aussi du coup un certain nombre de travaux du CESE hein, qui ont été mis en place, et je pense que je pourrais vous envoyer d'ailleurs à la fin de cette rencontre, envoyer à Camille l'importance effectivement des travaux qui ont déjà été réalisés sur ce sujet. Je ne sais pas si vous les avez eus, mais on pourra vous transmettre les liens vers ces travaux. Voilà. Alors, je sais que vous êtes toutes engagées au sein de cette Commission nationale des agricultrices pour une meilleure reconnaissance de votre rôle et de votre place à tous les niveaux. Hein. Quand je dis tous les niveaux, j'entends bien local, départemental, régional et puis national aussi. Et bon, je ne vais pas revenir sur le fait qu'on a bien vu l'importance de ce milieu agricole aujourd'hui dans cette période de crise hein, et de cette production locale. Je ne vais pas revenir non plus sur l'importance des améliorations sur le statut des femmes agricultrices qui ont été obtenues aussi par des luttes. Hein. J'ai vu que Jacqueline était intervenue sur le congé maternité récemment à l'Assemblée nationale et je pense que c'était important que vous puissiez prendre la parole et être reconnue aussi dans ce travail-là. Alors, c'est vrai que les femmes représentent aujourd'hui 38% des personnels agricoles, et que dans les personnels agricoles, il y a bien sûr les femmes chefs d'exploitation, les conjointes collaboratrices toujours, et puis des femmes salariées de la production agricole, et puis aussi toujours des femmes qui sont sans statut, j'ai envie de dire, hein, ça existe toujours, et ça c'est un point qui est important. Hein, donc, je vais vous donner quelques chiffres, mais vous les avez certainement déjà. Hein, 24% des femmes sont chefs d'exploitation en 2018, contre 8% en 1970, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même un progrès important qui a eu lieu, un progrès énorme, même si effectivement il y a encore une marge de progrès qui est importante, mais j'ai envie de dire que c'est énorme. Mais peut-être préciser aussi que les femmes occupent encore beaucoup d'emplois précaires et à temps partiel au niveau de l'agriculture. Ça, je pense que c'est important et qu'effectivement, des femmes ne bénéficient toujours d'aucun statut sur certaines exploitations, ce qui est quand même un point sur lequel il faut encore travailler.
Alors, j'ai évoqué bien sûr l'importance de la réforme du congé maternité qui permet de mettre enfin les agricultrices à égalité de droits avec les autres femmes, à la fois sur la durée du congé maternité et aussi sur la possibilité d'être remplacées pendant qu'elles sont absentes, avec aussi toutes les difficultés de mise en œuvre de cette réforme. Et ça, je pense que c'est important. Et puis aussi l'organisation du service de remplacement hein, qui s'améliore en termes de qualité, ce qui permet aussi de réorganiser de façon plus sereine un petit peu l'exploitation quand une femme doit partir, de pouvoir anticiper et l'envisager. Mais j'ai envie de donner un petit bémol en disant qu'entre l'égalité formelle et l'égalité réelle, il y a encore aussi du progrès. Hein. Il ne suffit pas que les lois ou les textes soient votés pour qu'ils soient mis en application de façon facile. Alors, je pris quelques exemples au niveau des inégalités de revenus. On est encore toujours sur des inégalités de l'ordre de 29% entre les revenus des femmes chefs d'exploitation et des hommes. Hein, pour exemple, en 2017, les agricultrices disposaient d'un revenu moyen annuel de 9 679 € et les agriculteurs étaient plutôt autour de 13 658. Donc, ça fait encore un écart très important. Et on a les mêmes écarts au niveau des pensions de retraite, hein, autour de 15%. Ce qui est vrai pour le milieu de l'agriculture et qui est vrai aussi dans d'autres milieux, mais je pense que c'est important de rappeler ces chiffres. Alors moi, j'ai trouvé un chiffre d'à peu près, au niveau du CESE, de 10 000 femmes qui travaillent encore sur une exploitation sans aucun statut, ce qui est quand même un chiffre important parce que ça veut dire qu'elles sont très mal reconnues en termes d'accident de travail, veuvage, divorce, etc. Voilà, donc ça, c'est quand même un chiffre très préoccupant. Et puis, le fait aussi que les femmes, en termes de santé, mais ça, vous le savez sans doute, au niveau de la MSA, présentent davantage de risques au niveau des troubles musculo-squelettiques, avec un indice de fréquence plus importante pour ces troubles-là, pour les femmes que pour les hommes. Hein. Donc, ce qui peut aussi constituer à la fois des difficultés au moment de l'installation, mais aussi quand on est installé, pour les femmes d'avoir davantage de problèmes de santé. Alors, mais Jacqueline me confirmera, moi j'ai l'impression qu'au niveau du service de remplacement aujourd'hui, quand on doit être remplacé, seulement 55% des femmes agricultrices utilisent vraiment ce service de remplacement. Ce qui montre quand même qu'on a aussi un travail à faire pour faire progresser ce chiffre. Alors, même s'il est en progression constante, hein, je pense qu'on est encore… On a gagné 10%. 10%, oui, c'est ça. Ouais. Et puis, un point, moi, qui me paraît vraiment important, et là, je fais le lien avec la question de l'engagement, c'est l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, qui reste quand même un point particulièrement compliqué. Alors effectivement, dans la population rurale, d'une façon générale, toutes les femmes, mais les agricultrices en particulier, sont confrontées aux difficultés d'accès aux services publics et aux structures d'accueil pour les jeunes enfants, avec effectivement, pour certaines, l'éloignement de ces modes de garde, les difficultés de pouvoir les utiliser, la nécessité de faire des kilomètres pour pouvoir mettre des enfants à la garderie, et ce n'est pas toujours possible. Donc, ça veut dire que le système D est encore un système qui est très en vigueur pour faire garder les enfants, et ce qui rend compliqué le métier d'agricultrice. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment besoin à la fois de développer des modes d'accueil, mais des modes d'accueil de la petite enfance qui soient adaptés, de renforcer un certain nombre de services publics sur les territoires. Ce qui veut dire derrière ça la nécessité d'avoir une place importante dans les lieux où se prennent les décisions concernant ces modes d'accueil de la petite enfance et l'organisation de la vie rurale d'une façon générale. Et on sait très bien que d'une façon générale, les territoires urbains et les territoires ruraux ne sont pas à égalité par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment un levier important de développement pour le territoire
et que, effectivement, ça ne peut pas se faire sans l'engagement des personnes. Alors, quand on parle d'engagement, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, j'ai envie de dire, on a plusieurs leviers de développement du territoire et je pense notamment en termes d'agriculture. On sait que les femmes contribuent, en tout cas les femmes exploitantes dans l'agriculture contribuent beaucoup à des initiatives de développement sur les territoires, hein, parce que je pense que c'est elles qui sont aussi aujourd'hui très actives dans le développement et la diversification des exploitations. Hein, je pense notamment à la question des circuits courts, et on l'a bien vu là pendant la crise sanitaire, la place qu'elles ont prise, la diversification en termes de loisirs à la ferme, de fermes pédagogiques, etc. Donc ça, je pense que c'est un levier important en termes de développement du territoire, mais qu'en même temps, effectivement, elles disent, et vous le dites aussi, hein, qu'elles ne disposent pas d'assez de temps pour leur vie personnelle et familiale, si bien qu'elles ont du mal à s'engager, à prendre des responsabilités au sein des communes et des organisations professionnelles, ou à se former aussi. Hein, ça, je pense que c'est des points importants. Alors, c'est vrai que si, en théorie, en République française, l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans les textes, on est loin, effectivement, de cet équilibre meilleur entre vie familiale et vie professionnelle et vie personnelle pour les femmes agricultrices, parce que c'est vrai que ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense qu'effectivement, ça veut dire pouvoir consacrer du temps en plus de tâches qui sont déjà très chronophages. Et c'est vrai que la surcharge de travail que constitue le militantisme, parce que je pense que quand on est engagé sur un territoire rural pour développer des services, pour développer des nouvelles formes de travail, c'est du militantisme, que cette surcharge de travail font que effectivement, des fois, on a tendance à abandonner parce que ça fait beaucoup, quoi, ça fait beaucoup trop. Et contrairement aux hommes qui finalement ont la possibilité de ce poly-engagement et la multiplication de fonctions exercées, c'est plus compliqué pour les femmes parce qu'elles ont aussi à gérer à la maison, et ça je pense qu'on peut parler aussi du partage des tâches, beaucoup plus de tâches que les hommes qui finalement sont moins encombrés finalement d'un certain nombre de complexes et de tâches pour partir s'engager à l'extérieur. Voilà, donc ce qui peut expliquer aussi la difficulté pour les femmes de pouvoir s'engager dans l'exécutif des organisations, hein, que ce soit des associations ou des collectivités locales ou des mairies, parce que effectivement, ce manque de temps s'ajoute à la journée classique des femmes et que ça fait un troisième temps qui fait un peu durer le plafond de verre dont on parle tant. Voilà. Donc, je pense que c'est voilà un point important qui me semblait, enfin, qui peut être un échange de discussion, hein, à la fois ce besoin de formation tout au long de la vie, le besoin de lutter contre les stéréotypes de genre qui sont aussi présents au sein de la profession et qui font que des filles aussi s'orientent moins vers ces métiers-là aussi, hein, en termes, même s'il y a une progression, je pense que c'est un point important. Le besoin de l'accompagnement aussi pour que les femmes puissent vraiment partir de chez elles, hein, donc une meilleure utilisation de ces possibilités de remplacement au poste, et puis la nécessité de lutter contre l'isolement, enfin ça je pense que c'est un point important, et puis ce besoin de solidarité qui doit exister aussi à la fois au niveau des territoires et au niveau des organisations à tous les niveaux. Et j'ai envie de dire que vu ce que traverse le monde agricole avec les crises aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes dans une période où vous avez aussi une place particulièrement importante, hein, quand on travaille sur ce sujet-là, et qu'il faudrait absolument que le contexte actuel soit plutôt une période de rebond et d'incitation à ce que les femmes s'engagent, plutôt que le contraire. Hein. Vous avez, comme moi, en tête ce que disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise pour qu'effectivement l'égalité recule. C'est aussi ce que disait l'économiste Esther Duflo, hein, prix Nobel de l'économie très récemment, en disant le risque est énorme
que dans cette période de crise sanitaire qui a encore plus révéler et accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes, cette égalité entre les femmes et les hommes ne recule. Donc c'est tout un enjeu aujourd'hui pour nous d'éviter que ce recul ne se traduise clairement par des femmes qui abandonnent ou qui laissent la place, parce que c'est vrai que la situation est compliquée. Donc cet engagement, c'est un engagement, je sais bien, de tous les jours, à tous les niveaux, pas seulement dans le milieu agricole, mais aussi, j'ai envie de dire, au niveau de la vie locale, dans des collectivités, pour pouvoir influer sur les politiques locales en termes d'accueil de la petite enfance, mais en termes de loisirs, enfin de services en tout genre. Et je pense que c'est vraiment un enjeu à la fois articuler vie familiale et professionnelle, s'engager dans les structures locales, que ce soit les mairies ou les instances territoriales, avec des levées de développement des territoires, sachant que personne ne le fera à votre place, et que pour y être, eh ben, il y a peut-être aussi l'obligation à certains moments, et comme plusieurs projets le prévoient aujourd'hui, d'instaurer des quotas pour que les femmes puissent prendre cette place aujourd'hui de façon très concrète. Alors je sais que c'est un débat toujours d'actualité, mais on sait que, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, s'il n'y avait pas eu les quotas, ben, on n'aurait pas eu cette progression des femmes au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai dans plein d'autres instances. Et je pense que c'est vraiment un débat qu'il faut qu'on pose aujourd'hui. Voilà très concrètement quelques pistes de réflexion. Ben voilà, maintenant, c'est important qu'on puisse échanger à ce sujet. Et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec toutes ces pistes-là. Vous en avez peut-être d'autres aussi, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Véronique, parce que bon, on se rejoint sur quand même pas mal de choses, hein. Bon, surtout sur les leviers du développement. Bon, bah c'est vrai que ça passera aussi par les femmes, hein, et surtout en milieu rural. Et puis, moi j'ai noté l'isolement, et je pense que il y a une très grande vigilance là-dessus. L'isolement, quand on est en période de crise, ben voilà, même parce que bon, maintenant nos fermes sont de plus en plus éloignées les unes des autres, hein. Quelquefois on est une ou deux agricultrices dans la commune, voire une. Enfin voilà. Donc c'est quand il y a vraiment des problèmes, quelquefois on peut vraiment se sentir seul, et bon, il peut y avoir le moral vraiment en baisse. Et puis l'isolement, bon, moi je pense à tout ce qui est violence faite aux femmes. Oui. Et ça aussi, c'est un sujet, moi, bon, je pense on l'aborde peut-être moins, mais moi je pense que c'est plus grave dans nos campagnes, parce que bon, le temps de sauver, d'aller dans les centres d'accueil, ils sont loin. Les gendarmeries maintenant, elles sont très éloignées de nos communes. Enfin, voilà. Donc je pense que on suppose, et moi j'en suis presque sûre, qu'il y a des violences qui sont peut-être même plus graves dans nos campagnes, mais bon, c'est pas facile de s'en échapper, pour deux raisons. C'est parce qu'en plus, on est très impliqué quand on travaille en société ou en couple. Bon, les deux sont impliqués financièrement, donc c'est quand vous partez, eh bien voilà, vous laissez tout, et voilà. Après, vous travaillez ensemble, mais vous êtes liés financièrement. Il y a tous ces enjeux-là qui fait que c'est difficile, hein, mais je pense que c'est la même chose pour une chef d'entreprise. Voilà. Enfin, c'est un sujet que, voilà, je pense qu'il faut qu'on soit sensible aussi à ça. Voilà, c'est un petit point mais je pense qu'on a un challenge aussi, hein, c'est qu'il faut il y a un challenge pour prendre des postes, enfin, ou s'engager, mais il y a la question des moyens, et voilà. Je pense que nos structures, que ce soit agricole, c'est vrai qu'il y a les moyens, ben voilà, ils sont de moins en moins importants, et c'est ça aussi. Je pense qu'il faut qu'on mette des moyens en place. Bon, le remplacement, oui, mais bon, il y a l'enjeu financier derrière. Si la femme elle part, bon voilà, si elle prend quelqu'un à domicile, il y a toujours un coût de reste à charge. Voilà. Enfin, moi, je vais laisser la parole à mes collègues, parce que je voudrais bien qu'elles s'expriment un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Alors, oui, il y en a qui ont des... Cathy. Bonjour, merci de votre intervention. Moi, il y a un chiffre qui m'interpelle toujours. C'est ce chiffre de 2000 femmes sans statut. C'est vrai que on défend pour avoir une place dans nos instituts,
Mais je pense que ces 10 000 femmes qui n'ont pas de statut, moi, ça me fait les frissons. Ah bah oui. Peut-être qu'il y en a, c'est une histoire financière parce qu'ils ne peuvent pas déclarer, parce qu'ils ne peuvent pas, là, j'entends. Mais je pense qu'il y a des femmes qui connaissent peut-être pas, ou je ne sais pas. Est-ce qu'on peut creuser un peu ce sujet-là? Comment on peut avoir ces infos? Comment on peut recruter ces femmes qui n'ont pas de statut? Et puis comment on peut les accompagner? Mhm. Oui, moi je trouve que c'est une vraie question, hein, ça, parce qu'effectivement, et quand on parle du contexte des femmes victimes de violences dont tu parlais, mais pas seulement, hein, mais ce sont des femmes qui du coup sont complètement dépendantes du conjoint, elles n'ont pas de statut propre. En fait, ce sont des ayants droit dont on ne reconnaît pas du tout le métier et la place dans la. Alors, bon, moi, je suis fille de commerçants et d'artisans et ma mère s'était battue, pareil, à l'époque, hein, pour un statut des commerçantes et des artisanes qui n'était absolument pas reconnu, avec tous les drames que ça implique en cas de séparation, de divorce, de décès, enfin de veuvage, où elles n'ont aucune place. Donc, c'est comme si elles n'avaient pas existé d'un point de vue professionnel, alors que l'exploitation agricole comme l'exploitation commerciale ne pouvait pas fonctionner sans elle. Et moi, j'étais très étonnée de voir ce chiffre persister là, en me disant, mais comment c'est possible encore en 2021 qu'on ait des femmes qui soient comme ça, sous ce statut d'ayant droit, sans ayant droit finalement, en fait. Après, pourtant, on a la loi, alors je crois que c'est la loi Pacte depuis, je crois que c'est 2019, qui oblige justement à avoir un statut. Et bon, c'est-à-dire que là, c'est nos caisses de MSA qui ont bien connaissance de toutes ces femmes, hein, qui sont juste ayant droit. Et normalement, quand quand il y a un constat que vous travaillez, que la femme est toujours présente sur l'exploitation, normalement, c'était ce qui était dans les textes, hein, elle passe d'office salarié. C'est-à-dire qu'on impose à l'exploitation de salarier l'épouse. Donc souvent, ça fait réagir et c'est là qu'il y a un choix qui se fait de la mettre associée exploitante, parce que souvent les cotisations sont moins élevées, un minimum, par rapport à une cotisation salariée. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de retours sur cette loi-là et voir s'il y a eu des retombées. Et puis qui contrôle. Enfin, il y a tout ça derrière. Je pense que ça aussi, il faudra peut-être qu'on y revienne. Voilà, c'est jamais agréable de passer par la force, mais bon, la loi est quand même là. Oui, c'est ça. Mais nous, on ne détient pas les éléments, c'est forcément. Mais je pense que je pense que c'est peut-être rendre service aussi à ces femmes-là de mettre le doigt là où ça fait mal, quoi. Mais c'est vrai. On n'aime pas parce que bon, on est assez contrôlé, on est assez, voilà, on est tous toute entreprise d'ailleurs, hein, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est un contrôle de plus. Mais bon, ça peut sauver quelques situations, hein, parce que c'est pas de retraite, hein, quand vous êtes ayant droit, vous n'avez pas de retraite, et même si, oui, en cas de divorce, c'est pareil, vous avez contribué au développement plus ou moins de l'entreprise ou de l'exploitation, mais en retour, vous n'avez rien, parce qu'il n'y a rien qui est écrit noir sur blanc, quoi. Ah, voilà. Mais je pense qu'on a un truc qu'on y repense. Je vais laisser alors, il y a une question, c'est Élodie ou Sylviane? Je ne sais pas. Qui a levé la main en premier? Vous vous présentez 2 minutes quand vous prenez la parole, Sylviane? Oui, Sylviane Lefebvre, moi je suis de Seine-Maritime. Tu parlais des conséquences pour les femmes sans statut, tu as parlé de la retraite, tu as parlé du divorce, mais il y a aussi l'accident, tout simplement. Si malheureusement il y a un accident sur le cadre du travail, ça peut avoir des conséquences dramatiques. En cas d'invalidité ou même des soins, prise en charge des soins. Hein. C'est très important. C'est pour ça que j'ai évoqué la question des risques musculo-squelettiques, parce qu'effectivement, les femmes en sont beaucoup plus, j'ai envie de dire victimes, ce n'est pas une question d'être victime, mais elles en font les frais davantage. Et c'est vrai que si elles n'ont pas de statut, comment on peut reconnaître ça comme étant une maladie professionnelle, par exemple? Oui, aussi. Tout à fait, en termes de santé. Donc, il y a un réel enjeu là derrière. Alors, je crois qu'il y a Élodie. Élodie, tu souhaitais prendre la parole? Non. J'arrive pas à voir. Je peux prendre la parole puisque personne ne la prend. Anne Robin.
Oui, oui, Anne, vas-y. Oui, donc je suis Anne Robin, je suis agricultrice à Haute-Saône. Vous parlez des femmes sans statut, mais est-ce que le pourcentage de femmes est du niveau agricole ou artisan? Agricole. Agricole, c'est dans l'agriculture, ça. Ça, ce sont que des chiffres pour l'agriculture. Et il y a encore autant de femmes comme ça qui n'ont pas de statut. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Bon, d'accord. Oui, c'est surprenant. C'est pour ça que voilà, ça m'a vraiment surprise aussi. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'agriculture, Ouais. mais c'est dans les études du CESE que j'ai retrouvé ce chiffre. Oui, oui. Et je pense qu'il n'est pas, enfin, il est réel. Il s'appuie sur effectivement des chiffres qui ont sans doute été livrés à la fois par la MSA et par les organisations agricoles. Et je suis étonnée de voir que ce chiffre est encore aussi élevé aujourd'hui. Parce qu'au niveau de la MSA, on n'avait pas obligation de prendre un statut. Si. Si. Mais également, tu es obligé, sauf que elle se déclare pas. En fait, elle travaille sur les exploitations et elle se déclare pas. On est sur de la main-d'œuvre noire, là, hein, clairement. Hein. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire conséquence sur la retraite, ça veut dire conséquence sur tout le système de santé, ça veut dire, voilà, c'est un global. C'est un global. Et ça, le 10 000, c'était compliqué à estimer, puisqu'en fait, c'est de la main-d'œuvre dissimulée, tout ça. Donc, c'était compliqué à estimer. Et quand je me rappelle que Jacqueline avait soulevé la question déjà bien avant tout ça, et on lui disait 2 000, 5 000, et en fait, en discussion en off, effectivement, on est arrivé aux 10 000 en disant en fait, eh ben, on est plus près très probablement des 10 000, peut-être voire même au-delà. Peut-être voire même au-delà des 10 000. On en est arrivé là. Ce sont des chiffres. Il n'y a rien de très sûr, de très fixe, parce qu'on est sur une main dissimulée. Donc, c'est compliqué d'avoir des statistiques sur cette question-là. Mais effectivement, elles sont très nombreuses. Alors, on est sur une population plutôt vieillissante, ce que nous dit la MSA, que les filles aujourd'hui prennent davantage de statut. Et donc, avec l'arrêt des activités, on aura sûrement moins de femmes sans statut. Il y avait des choses qui avaient été mises en place en disant, si elles n'ont pas de statut, on les met obligatoirement en statut, Jacqueline me corrigera, c'était salarié, je crois, automatiquement. Oui. Sauf que dans les faits, quand on pose la question à la MSA, on nous dit, ouais, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des contrôles. Et puis les contrôles, en fait, ils n'ont pas trop été faits derrière. Alors oui, on a mis ça en place que si il n'y avait pas de statut, c'était obligatoirement statut salarié. Mais dans les faits, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc oui, normalement, elles sont protégées. Voilà. S'il n'y a pas de statut, elles sont obligatoirement salariées. Mais dans les faits, voilà. C'est tous les cas entre les lois et leur application, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On est d'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas obliger la MSA à faire correctement son travail? Hein? Bon, on est. On va pas aller là-dessus. Enfin, moi, je dirais pas là-dessus. Non. Ok. Ok. Alors, il y avait Sylvie qui voulait reprendre la parole. Non. Alors, baissez la main. Sylviane? Oui, moi, je voulais, justement, en parlant des MSA, pour répondre à Anne, déjà, pour être nouvelle administratrice MSA, parfois, on voudrait bien faire le travail, mais c'est qu'on n'a pas le personnel en face parce qu'on est bloqué par une convention d'objectifs et de gestion qui fait qu'on réduit le nombre de personnel de MSA tous les 5 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à nous essayer d'initier? Alors, je ne sais pas si c'est à l'échelle de la caisse centrale ou à l'échelle des régions ou via nos différentes caisses de MSA pour essayer de travailler sur ce sujet-là et de faire prendre conscience et de faire bouger un petit peu les choses. Alors, je ne sais pas à quelle échelle on peut le faire. Oui, c'est à nous de… En fait, c'est Sylvie, la caisse de l'agricultrice en Vaucluse. Excusez-moi, j'ai essayé de parler quand tu m'as donné la parole, mais j'avais mon micro de coupé. Donc, je voulais reprendre tous vos discours. Je confirme, il y avait bien la loi Pacte qui obligeait à la prise de statut par les femmes présentes sur les exploitations. Et ça a été mis en application par la MSA. Donc, les courriers ont été envoyés systématiquement aux agricultrices qui ont été répertoriées comme ayant droit et n'ayant pas de statut sur l'exploitation, avec une obligation de se positionner sur un statut. Donc, soit un statut d'exploitant, soit de conjoint collaborateur, soit par défaut, s'il n'y avait pas de réponse, de salarié. Voilà. Donc, ça a été fait.
Donc la question que je me pose moi par rapport à toutes les prises de parole qu'il y a eu, est-ce que on a les chiffres que vous avez datent d'avant la mise en place de la loi ou d'après? Et si c'est d'après, effectivement, il faut le faire remonter à la caisse centrale. Chacune, Et est-ce que donc il y a plusieurs autour de la table là, qui font partie de leur caisse de MSA locale. Donc le faire, moi j'ai la chance d'avoir une présidente qui assiste à l'échelon central. Et donc s'il faut le faire remonter, je le ferai remonter. Il faut le faire remonter par tous les canaux. On sache Voilà. exactement où est-ce qu'on a. C'est ça, tout à fait. Mais de quand date les chiffres? Déjà, ma première interrogation, elle est là. Oui, mais c'est pas si vieux que ça. Moi, j'allais dire si c'est 3 ou 4 ans, peut-être, mais malheureusement, je pense qu'on n'a pas divisé par 2. Hein. Moi, j'y crois pas. Ça veut dire que ces chiffres-là, ils sont caducs, on ne peut pas s'y appuyer dessus. Et est-ce que ça a été fait dans toutes les caisses? Pardon? Et est-ce que ça a été fait dans toutes les caisses? Je suis pas sûre. Ah si. Du moment Normalement, je suis pas sûre. de la caisse centrale. Hein. Oui. Ah, oui. C'est à partir du moment où ça fait partie du texte de loi, c'est une obligation. Ils sont obligés. Oui. Alors, il y avait Élodie. Élodie, oui, bonjour. Alors, je suis en fait la directrice adjointe de la FDSEA de La Réunion. Donc, je débarque un peu. Bienvenue. On a découvert cette semaine la présidente de la commission des agricultrices de la ville de La Réunion. Ça sur, voilà, tout à fait. On en a une nouvelle. Donc, c'est Sarah Salahi. Oui. Mais elle ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, donc elle m'a demandé de prendre le relais avec vous. Super, bienvenue. Alors. Voilà, en fait, moi, ma question, c'était par rapport justement au statut de conjointe collaboratrice. Je voulais savoir, en fait, est-ce qu'elles ont quand même, du coup, les mêmes droits? Est-ce qu'elles sont protégées autant que le chef d'exploitation? Et on voulait savoir au niveau de la retraite, surtout, est-ce que elle cotise et du coup, elle a pareil que les chefs d'exploitation ou pas? Alors, pour répondre, moi j'ai vu le début de la question, elles cotisent un minima, elles ont une décotisation inférieure, et par rapport à la retraite, c'est la même chose. Du fait qu'elles cotisent un minima, elles ont une retraite inférieure. Ça ne leur donne pas les mêmes droits à la retraite. Et puis, en cas d'accident, donc elles sont couvertes. C'était surtout ça, ça c'est très important. En cas d'accident, elles ont une couverture. Voilà, c'est tout en charge. Et en cas de décès du conjoint, est-ce qu'elles, du coup, elles prennent la main sur l'exploitation? Tout dépend de si elles sont associées. Oui, normalement, oui. Après, tout dépend de quel type de structure. Hein, mais normalement, oui, elles peuvent. Elles peuvent, plus facilement, bien sûr. Mais c'est pas automatique. C'est pas automatique, hein, c'est pas automatique, c'est moins facile. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, nous, on travaille, on a une position un peu ferme là-dessus. Bon, c'est un statut pour nous maintenant qu'on qualifie de statut transitoire, c'est-à-dire que, voilà, ça peut être une étape. On voudrait le limiter dans le temps de 3 à 5 ans maximum, de façon à pas pénaliser la retraite, hein, parce que bon, malheureusement la retraite, c'est l'héritage un peu de la carrière professionnelle. Hein. Alors, si vous avez été sans statut ou cotisé un minima, ou voilà, donc ça diminue d'autant votre retraite. Donc, nous, on pense que c'est très important quand il y a une installation d'une jeune femme, d'une agricultrice, que bon, après, elle peut tester quelques temps, quelques années son projet, peut-être avec le statut de conjoint collaborateur, mais on irait bien au-delà de 5 ans. On pense que c'est dangereux. Nous, c'est un peu la position et c'est porté par la FNSEA que le statut de conjoint collaborateur soit limité dans le temps. Un peu comme l'était pour les aides familiaux. Mais bon, c'est vrai que le statut de conjoint collaborateur a permis déjà d'être couverte en cas d'accident du travail. Et puis de dégager quand même des droits à la retraite. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais est-ce qu'il y a des... Jacqueline, si je peux compléter, je voulais dire à cette jeune femme, parce que si elle a des doutes sur le choix de son statut,
la MSA Oui. peut faire une étude au cas par cas, c'est-à-dire par rapport à son exploitation, si elle est déclarée comme conjointe collaborateur ou si elle choisit le statut d'exploitant. Et donc, ça va lui permettre d'avoir une visibilité, de voir en quoi consistent les cotisations et ce qu'elle aura à la fin. Ça fait partie de aussi de leur activité. Ils font du conseil pour ça. Voilà. Normalement, en principe, à toute installation, il y a une rencontre avec la MSA. Enfin, c'est vrai pour jeunes agriculteurs, mais je pense que c'est très important ce que tu dis, Sylvie, avant de bien informer sur ce sujet-là. Ok. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, on est sur des sujets. Je voulais revenir vers Véronique. On a des sujets donc très techniques qui sont propres à notre profession, mais bon, vous voyez, je pense que d'où l'importance que nous on soit très actifs dans nos caisses de MSA. Je pense que voilà, pour défendre. Alors, mais c'est pas là. Là, on est bien représenté. Hein. Parce que souvent, c'est dans le volet social, c'est là où on retrouve quand même beaucoup les femmes. Bon, c'est quelquefois un peu dommage de nous cantonner toujours un peu sur ce sujet-là, mais bon, quand on y est, je pense qu'il faut pas qu'on oublie toutes ces choses-là. Sylvie, tu voulais rajouter quelques... Non, excuse-moi, Jacqueline, c'est que j'ai oublié de baisser ma main. Voilà. Si je peux rajouter un point, c'est l'autre point en termes de développement local, c'était aussi effectivement sur alors ce qui est moins spécifique au milieu des agricultrices, mais qui est en même temps directement en lien pour cette articulation entre vie familiale, vie professionnelle, vie personnelle, c'est effectivement les structures qui se mettent en place sur les territoires pour faciliter, par exemple, la garde des enfants, pour faciliter les loisirs pour les enfants plus grands, etc. Et je pense que là, il y a vraiment une place à prendre dans les lieux de décision, des lieux où s'élaborent les politiques locales de territoire. Alors, bien sûr, il y a des communes, il y a des communautés de communes, il y a tout ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet échelon départemental qui est important et où il y a vraiment aussi des places à prendre qu'on ne donnera pas parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui les veulent, que c'est une charge de travail supplémentaire. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de militantisme, c'est vrai qu'il faut d'abord y aller, avoir envie de le porter et puis avoir envie de prendre la place parce qu'on ne va pas vous la donner. Et ça, je pense qu'il y a vraiment aussi un enjeu important aussi sur les territoires, quoi. C'est vrai que quand on dit prendre la place, quelquefois, c'est pas inné hein, chez les femmes de prendre la place. Enfin, je pense qu'il y a toujours le doute. Enfin, nous, on a identifié les freins à l'engagement, hein, le doute de soi, et puis parce que je pense qu'on traîne une certaine culture que, voilà, c'était pas dans les habitudes, ça évolue, mais voilà. Bon, après, il y a peut-être une question de tempérament, mais je pense qu'il faut absolument, comme tu dis, prendre la place. C'est pas anodin, mais voilà. Quelquefois, on attend d'être sollicité ou d'être, voilà, parce qu'on a toujours le doute, parce qu'on nous habitue peut-être à douter aussi. Mais bon, je pense que les jeunes seront plus à l'aise parce que bon, elles ont des formations, enfin, elles ont déjà plus d'assurance, mais c'est pas pour autant qu'elles s'engagent quelquefois. Voilà. Madame Seyé, excusez-moi, donc pour vous, votre sentiment, c'est que cette place, notamment des femmes au niveau des conseils d'administration, des différentes structures où il n'y a pas encore d'obligation légale, il va falloir que les filles poussent pour qu'il y ait la mise en place de quotas, comme ça a pu être fait en politique. Pour vous, est-ce qu'on peut se passer en fait de pousser les choses pour qu'il y ait des quotas qui soient mis en place ou vous pensez que les choses se feront naturellement avec les discussions, avec… Là où ça se fait soi-disant naturellement, on constate que les femmes, elles y sont très peu. Aujourd'hui, hein, le constat est, je veux dire, avec un peu de recul
c'est pas pour rien, par exemple, qu'en Allemagne, il y a eu une progression importante de la place des femmes dans les conseils d'administration, c'est parce qu'il y a des quotas qui ont été imposés. Et je pense qu'effectivement, même si quelquefois on se dit, oh bah mince, alors on peut y aller comme ça, on sait bien que prendre la place, on ne va pas la donner, et qu'à un moment donné, on pourra la prendre que s'il y a l'obligation de recruter des femmes dans un certain nombre d'instances pour que les femmes puissent vraiment prendre la place. Moi, j'ai le sentiment que c'est une étape qui est nécessaire, pas forcément suffisante, mais qui est nécessaire pour effectivement faire avancer à un moment donné cette place-là. Une fois qu'elle sera prise, je pense que ce sera un peu différent, mais là, pour le moment, j'ai le sentiment que c'est parce qu'il y a eu des quotas dans certaines instances que la place des femmes a été vraiment davantage, que les femmes ont pu prendre cette place-là, quoi. On le voit dans certains conseils d'administration, on le voit dans les élections. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder dans les conseils départementaux, qu'est-ce qui a fait progresser aujourd'hui la place des femmes dans les conseils départementaux. C'est vrai à l'Assemblée nationale, enfin, on le voit bien dans un certain nombre d'instances aussi. Oui, le CESE, Oui. voilà. Ah oui. Moi, je voudrais apporter la confirmation, c'est que pour la réunion, le jour des droits des femmes, le 8 mars, donc nous étions en réunion avec Madame la préfète, Madame la députée et d'autres femmes qui sont aussi chefs d'entreprise et qui sont dans des associations différentes. Marie-Lyne, dans quel département? Ah oui, Marie-Lyne Bruel, agricultrice dans le Tarn, donc Occitanie. Donc, nous étions en réunion et Madame la préfète nous a bien dit que la place des femmes, on devait se la gagner et qu'elle, en fait, elle avait été en gros nommée parce qu'il y avait eu justement la volonté gouvernementale de mettre en place des quotas et que des hauts fonctionnaires puissent être féminines. Et donc, ça n'est passé que par les quotas. Donc, il y a quand même eu un écueil, c'est que il y en a qui ont pris la place de certains hommes et je vais dire, elles en ont souffert. Il a fallu qu'elles se battent, qu'elles montrent plus, en fait, qu'il fallait qu'elles soient plus performantes en gros que les hommes, qu'elles soient toujours sur un questionnement, est-ce que je fais bien, est-ce que je peux faire mieux et surtout, est-ce que je me fais attaquer et comment je réponds. Et c'est important ce que vous dites, parce que c'est ce que disent beaucoup de femmes qui sont à des postes de responsabilité, c'est qu'effectivement, elles doivent davantage faire leurs preuves, c'est-à-dire qu'elles doivent toujours gagner un peu cette légitimité qu'on accorde, j'ai envie de dire, de façon spontanée à des hommes et qu'on n'accorde pas spontanément à des femmes, comme si elles devaient prouver 2 fois plus à la fois qu'elles sont compétentes, à niveau de formation égale, à niveau de compétence égale, quoi. Et c'est quand même, c'est-à-dire qu'on ne leur pardonnera pas la première incartade, alors que pour des hommes, il n'y a aucun souci, quoi. Hein. Et ça, je pense que c'est vraiment ça qui doit nous faire avancer pour dire, il n'y a pas de raison, quoi. J'ai envie de dire que, effectivement, c'est davantage de performance, davantage faire ses preuves, ce qui revient aussi pour elles, et c'est ce que disent, c'est ce que disent beaucoup de femmes dans ces expériences-là, une charge mentale encore plus importante. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on se bagarre, quoi. Plus il y aura de femmes dans un certain nombre d'instances, plus on se rendra compte qu'effectivement elles font le boulot comme les hommes et on ne contestera plus cette place-là, quoi. Et aujourd'hui, il y a vraiment, ce que vous dites là est tout à fait juste, hein, ce sentiment de beaucoup de femmes de dire quelle charge, c'est lourd parce que c'est une charge mentale supplémentaire pour nous parce qu'il faut qu'on soit encore meilleur que quoi, pour pouvoir prendre la place. Et ça, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Mais pour que ça s'arrête, il va falloir qu'on y soit bien présente aussi. Et ça, je pense que c'est important. Et puis, après, plus on est nombreuses, plus ça sert d'exemple aux autres, montrer qu'on peut y arriver. Oui. Je veux dire, ça va susciter peut-être, je l'espère. Bien sûr, moi je crois, hein, quand même. Ouais. Et puis après, nous aussi, faut qu'on parle que c'est l'engagement, c'est un enrichissement. Enfin, voilà, faut aussi le présenter comme ça. C'est un certain enrichissement, c'est des échanges, c'est rompre aussi l'isolement. Hein, enfin, à quelque niveau que ce soit, ça oblige quand même à certaines choses. Hein, puis quelque part, c'est formateur.
Et puis, on voit bien que partout où des femmes ont pris la place et ont pu faire progresser un certain nombre de choses. Enfin, je reviens sur cette question des problèmes de santé musculo-squelettique. À chaque fois qu'il y a eu dans des professions, par exemple, avec une force physique importante, des progrès pour intégrer des femmes sur des machines ou sur un certain nombre de choses, ça a profité à tout le monde et tout le monde était content finalement. Et donc, quand les femmes posent un certain nombre de questions et font avancer les choses, ça les fait progresser pour les femmes et pour les hommes, pour la société tout entière. Et ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir le démontrer, de pouvoir le dire haut et fort, et que effectivement, égalité entre les femmes et les hommes, c'est un progrès pour l'ensemble de la société. Et ça, je pense que c'est important. Ce sont des questions que les filles ont travaillé notamment sur le machinisme agricole, en disant c'est les prises de force qui n'étaient pas adaptées, c'est les hauteurs de siège, et que au final, tout le monde y a gagné en confort sur les machines agricoles. Elles ont poussé à l'innovation sur les structures pour que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Et qu'on avait travaillé avec un fabricant de machines agricoles en disant il faut vraiment continuer de travailler la question des machines agricoles parce qu'il y a encore des choses à faire. Et c'est tout le monde, c'est toute la profession qu'on sortira gagnante de cette histoire-là. Mais c'est pareil, c'est que ça se fait pas simplement, ça se fait pas facilement, ça se fait pas voilà. Il y a une évolution de mentalité qu'il faut faire, et ça prend du temps. Là, quand on discute mais même de ce qu'on disait tout à l'heure, je vous écoutais parler des quotas en politique, et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on est dans les années 70 en fait. Là, on est en 2021 et on se retrouve avec des discussions. J'avais vraiment l'impression qu'on était dans les années 70. Il faut que les femmes prennent leur place, il faut qu'elles soient davantage là. Enfin, vraiment, j'ai eu un moment donné où je me suis dit, ça prend du temps. C'est fou le temps que ça prend. Et là, on est là toutes en train de batailler pour simplement ce qui devrait être la normalité. Et on est en train de batailler pour ce qui nous paraît être une normalité. Et ça, depuis des dizaines d'années, des vingtaines. Enfin, c'est vraiment des discussions qui sont… moi, c'est quelque chose qui me révolte. Vous l'entendez dans mon discours. Je suis révoltée de me dire qu'on est en train de se battre, mais comme des lionnes pour quelque chose qui devrait être normal, en fait. Et de justifier la place, de justifier le fait que ce sera quelque chose de bien pour l'ensemble de la société, que… Vraiment, moi, ça me révolte. Voilà. On est bien d'accord. Parce que bon, quelquefois, on n'aime pas, c'est le terme quota, mais bon, moi, je pense que ça va faire partie faut qu'on suive des objectifs, dire voilà ce que l'on veut. Enfin, je pense qu'il faut qu'on essaie de s'afficher. Et je pense que pour prendre la place, comme on a bien dit, pourquoi on dit prendre la place? C'est quand même terrible. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un homme qui parte. Prendre sa place, à la limite. Il faut prendre sa place. Ouais. Prendre sa place. C'est pas prendre la place, c'est prendre sa place. Ça fait toute la différence. Sur un mot, vous changez toute la différence de la phrase. Ça, on avait Marie-Hélène qui avait une remarque. Oui, bonjour Marie-Hélène Briand, agricultrice dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Donc moi, je voulais vous demander, est-ce que au niveau de la pyramide des âges, si on compare les générations les plus anciennes, donc je considère que j'en fais partie, avec une éducation qui était très portée vers l'égalité, tout ça, enfin quand j'étais lycéenne, j'avais l'impression qu'il y avait un discours vraiment égalitaire, même si dans les faits, c'était pas tout à fait ça. Et avec l'impression quand même que les jeunes générations, eh ben, on a un recul du sentiment d'égalité et ce genre de choses. Quel est votre sentiment là-dessus? On a l'impression que les choses par moments, ont reculé sur certains domaines. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de dire, on n'a pas de statistiques et de choses très précises là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est de voir ces dernières années l'implication de jeunes générations dans tous les mouvements féministes. Alors, c'est vrai que la lutte contre les violences y a été pour beaucoup. Quand on voit un mouvement comme le mouvement MeToo, on a vu beaucoup de jeunes femmes s'engager
contre les violences. Et je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas pour le moment. Et ce n'est pas simplement en France. Si je prends des pays en Amérique latine, par exemple, ou quand je pense à ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, elles le disent aussi, hein, ces femmes au niveau international, que depuis 2-3 ans, enfin 4-5 ans, elles ont vu beaucoup de jeunes rejoindre des mouvements de revendication. Donc je pense que c'est un signe d'espoir. Mais c'est vrai aussi ce que vous dites, c'est-à-dire que entre l'éducation qui avait lieu il y a 30 ou 40 ans, et puis ce qui s'est passé, mais aussi à des fins commerciales dans l'éducation plus récemment, où finalement, dans la question des stéréotypes de sexe entre les femmes et les hommes, il y a eu des aspects très commerciaux derrière l'éducation, au niveau des jouets, au niveau du rose et du bleu, etc. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a vu fleurir. Pourquoi est-ce qu'on a fait des vélos roses et des vélos bleus? C'est parce que dans une famille, quand il y avait un seul vélo, c'était plus facile de vendre un garçon un vélo bleu après parce qu'il n'allait pas utiliser le vélo rose. Enfin, je veux dire, il y a derrière des stéréotypes aussi, des politiques claires aussi qui ont des objectifs à la fois de renforcer les stéréotypes, mais aussi de faire du fric, enfin, excusez-moi de le dire un peu comme ça, mais sur ça, quoi. Et donc, on est coincé dans un système qu'il faut toujours défendre, d'égalité, enfin, d'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge. Éducation à l'égalité dès le plus jeune âge, c'est la lutte contre ces stéréotypes, mais c'est aussi encourager des filles, enfin, c'est mettre en évidence le fait que tous les métiers sont accessibles aux filles et aux garçons, qu'il n'y a pas des métiers de filles et des métiers d'hommes. Et ça veut dire derrière ça des politiques claires de formation des professionnels qui accompagnent l'orientation des jeunes. Et on a bien vu tous les reculs par rapport à ça. On a bien vu tous les reculs. Théoriquement, par exemple, l'égalité entre les femmes et les hommes doit faire partie des politiques éducatives, de la formation des maîtres, enfin des SP, etc. Et quand on regarde de près la façon dont ça se passe, ces modules-là sont des modules qui sont optionnels, donc qui ne donnent pas beaucoup d'avantages. Donc, c'est effectivement pas des modules qui sont choisis en priorité, loin de là, sauf par des personnes qui sont déjà convaincues. Donc, il y a un gros travail à faire et je suis bien d'accord avec vous à tous les niveaux. Mais je suis beaucoup moins pessimiste que vous sur l'implication des jeunes, parce que là, je pense qu'il y a vraiment des jeunes femmes qui s'impliquent et qui ont envie de s'impliquer très fort aujourd'hui. Alors effectivement, c'est à soutenir à tous les niveaux. Je pense que c'est à soutenir à la fois au niveau des très jeunes, enfin dans les formations. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et alors, moi, je ne sais pas très bien comment fonctionne cette formation, mais au niveau de l'agriculture, il y a vraiment un travail aussi à faire important à ce niveau-là pour montrer que ces métiers sont des métiers qui sont vraiment accessibles aux filles et aux garçons. Et quand vous parliez tout à l'heure des machines agricoles, moi, c'est vrai que je me souviens très bien, par exemple, du combat qui a été mené au Canada sur le métier de bûcheron, par exemple, où il manquait de bûcherons. Ils ont voulu recruter des bûcherons. Il y a des femmes qui se sont proposées. On a dit, ah ben non, c'est pas possible, c'est un métier trop physique, etc. Et il y a eu des progrès énormes qui ont été faits aussi sur les machines et sur les engins pour que des femmes puissent devenir bûcherons. Et ça a été un progrès très important. Et je pense qu'on est toujours sur des points de cet ordre-là. Et je pense qu'il faut... Alors effectivement, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Alors, il y a Marie-Françoise qui avait demandé la parole. Oui, bonjour, Marie-Françoise Lepers, agricultrice dans la Somme. Moi, je voulais souligner un point. J'ai la chance de représenter la CNA au COPA-COGECA, la Commission des agricultrices européennes, et je voulais souligner qu'au niveau européen, cette égalité des genres est beaucoup prise en compte, et entre autres dans la future PAC, ça va être pris en compte également. Donc, au niveau européen, les choses bougent lentement, mais sûrement aussi. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Alors, je crois qu'il y avait Anne aussi. Anne Robin? Non. Oui, Anne? Oui, j'ai fait une table ronde. Et ce que souligne madame, c'est que toutes les femmes que j'ai eues dans ma table ronde disaient on fait un métier d'homme. Alors, je leur ai demandé qu'est-ce que c'était qu'un métier d'homme et pourquoi elles disaient ça, mais
il n'y en a pas une qui a su me dire vraiment, bon. Mais par contre, il y a un truc, je le dis maintenant, je ne sais pas si c'est là ou à quelqu'un d'autre, mais je vous le dis quand même. Nos enfants et petits-enfants, parce que je suis grand-mère, se font insulter d'être fils d'agriculteurs ou filles d'agriculteurs. Donc, si déjà là, on nous met la main sur le grappin, ça fait mal. Ouais. Donc, je pense qu'il va falloir faire remonter quand même l'information plus haut que départemental, mais au niveau national, et ça va devenir dangereux, ce jeu-là. Dangereux. C'est pour ça que je le dis. Bon, voilà. Merci, Anne. Il n'y a pas de quoi. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, on voit bien à la lueur de la crise combien justement le métier d'agriculteur et d'agricultrice ont été considérés comme des métiers essentiels, absolument indispensables. Donc je pense qu'il faut vraiment, je suis d'accord aussi sur le fait qu'on a des progrès importants qui sont menés actuellement. Je pense qu'à la faveur de la crise, tout le monde se rend bien compte à la fois que j'ai envie de dire, l'agriculture a une place extrêmement importante, l'environnement a une place extrêmement importante, que les agriculteurs et les agricultrices ont une place importante dans l'environnement, que les modes de production doivent évoluer aussi. Enfin, je veux dire, il y a plein d'éléments aussi qui sont importants. Et autant, moi, je suis très optimiste sur la place des jeunes et sur l'Europe aussi. Ce qu'on va mettre en évidence dans l'étude de la semaine prochaine, c'est quand même que le plan de relance français n'a quasiment pas mentionné les femmes. Voilà. Donc, on a du boulot à faire ici, quoi, localement. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire et c'est notre responsabilité collective, là, pour le coup. Bien, merci. Tu voulais compléter, Marie-Françoise? Non. Marie-Françoise? Oui, je voulais rebondir à ce qu'Anne venait de souligner. C'est vrai, je n'ai sûrement pas pris conscience de ce problème par rapport, et je pense que c'est surtout par rapport à l'agribashing qu'il y a une réaction comme ça envers les enfants d'agriculteurs. Mais j'ai envie de modérer tes propos parce que quand ils sont recrutés dans leur travail, la notion d'enfant d'agriculteur est en général bien valorisée parce qu'on leur inculque la notion de courage et on les met au travail, on les fait participer aux travaux. Et ce côté-là, c'est souvent mis en avant par les recruteurs. Mais tu as raison, sur le côté communication et médias, je pense que oui, ça peut être néfaste. Oui, parce que regarde, quand moi, mon petit-fils, il s'est fait insulter de pollueur et de maltraitance contre animaux. Ça va loin, on n'a jamais eu une seule bête. Donc, non. Voilà. Et puis en plus de ça, même les professeurs, les instituteurs se mettent à dire qu'on est des pollueurs. Oui, là, on a. Ah, c'est grave. Là, oui. On a un gros travail à faire dans les écoles. Oui, tout à fait. Avant que d'autres le fassent à notre place. Voilà. On va peut-être redonner la parole à Véronique. Tes mots de conclusion? Voilà. Non, mais écoutez, moi, je suis très contente d'avoir pu participer à cet échange et merci de m'avoir invitée. Pour vous dire qu'effectivement, votre place est absolument indispensable et qu'on a toutes et tous du boulot à faire de façon collective pour faire avancer cette cause-là et puis surtout pour faire, j'espère, pas mentir, mais mentir Esther Duflo en disant que l'égalité va reculer. Moi, je pense que on a un levier formidable, qu'effectivement, on n'a pas été intégré suffisamment, je pense, dans cette crise, mais que cette crise, elle est loin d'être terminée. Quand on dit dans 3 mois, c'est fini, moi, je pense que non. On va avoir une incidence très importante de cette crise aujourd'hui à tous les niveaux, sanitaire, économique, etc. Et que c'est peut-être l'occasion aussi de changer un peu, de braquer par rapport à un certain nombre de choses et une occasion de montrer l'importance de la place des femmes dans toutes les structures, justement, pour pouvoir porter tout ce qu'on porte en termes de valeurs, mais aussi, je pense, de dire que il y a 52% de femmes et c'est pas simplement une diversité, c'est
des femmes qui concourent effectivement à la vie de la société à tous les niveaux. Ça veut dire aussi dans les instances de décision, et on ne pourra pas s'en passer. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable, et notamment en termes de développement, et pas simplement de développement économique. Quand je parle de développement des territoires, derrière ça, il y a toute la question de l'éducation, il y a toute la question de la reconnaissance de la place de chacun et de chacune, et ça, je pense que c'est absolument indispensable. Voilà, sinon, j'ai envie de dire bravo pour ce que vous faites, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore du boulot, et je reviens sur les échanges qu'on a eus par rapport aux femmes qui sont sans statut, et c'est encore aujourd'hui une préoccupation de tout le monde, quoi, pour arriver à une égalité réelle au-delà de l'égalité formelle. Voilà. Merci beaucoup Véronique, et puis on sera attentive à l'avis, parce que je pense que pour vous c'est bien de terminer le mandat avec un avis. Je pense que c'est une belle évolution, et je dirais bravo. Hein. Voilà. Bon, sachant qu'on n'a pas pu dire tout ce qu'on voulait dans cet avis, parce que c'est un nombre limité, mais je pense que c'est important. Voilà. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, est-ce qu'on avait